Merci Madame la Présidente. Alors que la loi actuelle prévoit la possibilité d'octroyer un délai de départ volontaire permettant au préfet de prendre le temps d'étudier minutieusement et d'apprécier le cas de chacun, ce texte envisage d'inscrire dans le droit la criminalisation des étrangers et étrangères dont les conditions d'accueil sont déjà particulièrement difficiles. Tous les motifs listés par le gouvernement pour justifier l'automatisation de l'IRTF ne sont, de notre point de vue, que le résultat de la situation dans laquelle ces personnes sont placées contre leur gré. Pour nous, le texte ne parviendra qu'à multiplier le nombre d'expulsions et induire chez les personnes concernées l'idée qu'elles sont indésirables et doivent vivre cachées. Ça va à l'encontre des intentions de protection et y compris de l'efficacité des politiques menées. C'est pour ça que nous proposons la suppression et la substitution des alinéas concernés par notre proposition, indiquant s'il existe un risque substantiel que l'étranger se soustrait à cette obligation. Pour apprécier l'existence d'un tel risque, le préfet peut notamment prendre en compte les éléments suivants listés au premier alinéa du troisième de l'article 511-1 du CESEDA. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Donc, en complément de nos amendements visant à rappeler au préfet qu'il doit toujours examiner pleinement et sérieusement la situation de tout étranger et n'est donc en aucun cas en situation de compétences liées, nous souhaitons modifier l'article 511-1 du CESEDA pour les mêmes raisons, cette fois-ci pour le cas le plus problématique des interdictions de retour sur le territoire français. Il y a 7 ans, seul un juge pénal pouvait prononcer une telle mesure. Elle s'appelle interdiction judiciaire du territoire. Elle s'appelait interdiction judiciaire de territoire. L'IRTF a été créée en 2011 et pouvait être prononcée dans des cas limités. En 6 ans, ce n'est pas le régime des IRTF qui s'est durci, mais on en est arrivé à une banalisation la plus complète d'une mesure particulièrement attentatoire aux droits et libertés fondamentales. Depuis la loi de mars 2016, dans de nombreux cas, le préfet est obligé de prendre automatiquement une IRTF, la seule dérogation permise étant des circonstances humanitaires. Il n'y a une marge de manœuvre que sur la durée de l'interdiction qui peut aller jusqu'à 3 ans. Nous proposons de mettre fin à cette automaticité à travers ces 2 amendements. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Dans cet article, nous considérons que le gouvernement ne prend pas l'indispensable précaution de vérifier la constitutionnalité des mesures proposées. Il est question de contraindre les étrangers faisant l'objet d'une QRTF avec délai de départ volontaire de résider dans un lieu qui leur a été assigné. Cela contrevient de notre point de vue à la liberté garantie d'aller et venir pour ces personnes. Et cette mesure, qui plus est, criminalise les étrangers en les mettant sur le même plan que des terroristes qui sont habituellement la cible de ce type de procédure. Elle ne prend absolument pas en compte les contraintes personnelles qui nécessitent que ces personnes restent dans un périmètre proche du lieu où elles sont établies. Par ailleurs, la possibilité accordée aux autorités de placer tous ces étrangers dans un même lieu induit la création d'une forme de centre de rétention qui ne dit pas son nom. Nous proposons donc la suppression de cet article. Effectivement. C'est un amendement qui porte sur la collégialité et la question des rapporteurs publics. En l'état du droit actuel, une justice bis existe, notamment pour les étrangers demandeurs d'asile qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au titre de l'asile et le cas échéant d'une décision de transfert. Avec notre proposition, la procédure serait ainsi modifiée. Une formation de jugement non plus d'un seul juge, mais de 3. En effet, la procédure actuelle qui ne prévoit qu'un seul juge peut malheureusement laisser une part importante à la subjectivité et à la partialité. Il faut nécessairement remédier à cela. La formation à 3 magistrats permet par l'interaction et l'échange qu'une solution moins marquée de ce saut de partialité soit faite. Deuxième élément de modification, les conclusions du rapporteur public, soit le retour d'une garantie majeure, le rapporteur public étant un magistrat qui ne délibère pas, mais étudie le dossier et présente des conclusions orales sur la solution qui peut être envisagée. Par cet amendement de bon sens, nous souhaitons ainsi réaligner le droit au recours des personnes demandeuses d'asile sur le droit commun et ainsi garantir pleinement le droit de recours et les droits procéduraux de ces personnes. Effectivement. C'est un amendement qui porte sur la collégialité et la question des rapporteurs publics. En l'état du droit actuel, une justice bis existe, notamment pour les étrangers demandeurs d'asile qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'entrée au titre de l'asile et le cas échéant d'une décision de transfert.
Avec notre proposition, la procédure serait ainsi modifiée. Une formation de jugement non plus d'un seul juge, mais de 3. En effet, la procédure actuelle qui ne prévoit qu'un seul juge peut malheureusement laisser une part importante à la subjectivité et à la partialité. Il faut nécessairement remédier à cela. La formation à 3 magistrats permet, par l'interaction et l'échange, qu'une solution moins marquée de ce saut de partialité soit faite. Deuxième élément de modification, les conclusions du rapporteur public, soit le retour d'une garantie majeure, le rapporteur public étant un magistrat qui ne délibère pas, mais étudie le dossier et présente des conclusions orales sur la solution qui peut être envisagée. Par cet amendement de bon sens, nous souhaitons ainsi réaligner le droit au recours des personnes demandeuses d'asile sur le droit commun et ainsi garantir pleinement le droit de recours et les droits procéduraux de ces personnes. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Nous pourrions tous être idéalement favorables aux formations collégiales, mais vous savez bien que ça n'est pas possible d'aller vers cet idéal pour un objectif de maîtrise des dépenses publiques. Et vous rappelez qu'il existe un grand nombre de contentieux administratifs ou judiciaires qui sont examinés par des juges uniques, dans des fonctions aussi sensibles que le juge des enfants, le juge aux affaires familiales, le juge des libertés et de la détention. Donc pouvoir uniquement l'appliquer, imputer ce système au seul contentieux des étrangers, ça relève quand même d'une vision assez particulière. On considère qu'en effet, dans ces domaines sensibles, il y a une possibilité d'avoir recours au juge unique dans le contentieux des étrangers comme dans les contentieux que je vous ai cités. Et donc, je vous donne un avis défavorable. Je vous remercie. Madame Obono. Oui, rapidement, pour vous encourager à réaliser l'idéal, ce n'est pas simplement un idéal abstrait, mais comme nous l'expliquons, de notre point de vue, ça permettrait une meilleure justice, une justice de qualité. Et si nous commençons par cette proposition en matière de droit des étrangers, ce n'est qu'un début et nous espérons bien donner les moyens à la justice d'être d'aussi bonne qualité, mais nous avons l'occasion là, parce que c'est ce projet de loi qui porte sur ce sujet, d'améliorer les conditions de délibération et d'exercice de la justice. Et je pense que c'est aussi de notre responsabilité de considérer que les principes et les garanties des droits doivent déterminer notre action et non les contraintes budgétaires qui devraient s'adapter en fait à ces besoins fondamentaux. Et je pense que c'est peut-être ça qui nous différencie de votre position, le fait que nous ne considérons pas que ce soit les contraintes budgétaires qui déterminent notre politique, mais nos politiques qui doivent déterminer les besoins budgétaires. Je vous remercie. Donc, je mets l'amendement 630 aux voix qui vient de recevoir un avis défavorable. Qui est pour? Madame Obono. Oui, merci. Cet amendement est un amendement donc, de repli par rapport à l'amendement principal que nous avons défendu. Et je tenais à juste rappeler que ça fait partie des demandes des agents de la CNDA qui ont été grève pendant plusieurs semaines dernièrement. Donc, encore une fois, des personnes qui sont directement au contact et en lien avec ces enjeux-là. Nous proposons en effet de supprimer la visioconférence. Si vous ne souhaitez pas réformer la procédure des jugements liés à la rétention par la justice administrative telle que nous le proposons, vous pourrez au moins, je pense, être d'accord pour garder des garanties. Ici, nous proposons de supprimer la possibilité de faire des téléaudiences. Le code du CEDEDA, le code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, le CESEDA, permet que des audiences en droit des étrangers ne se fassent plus en présentiel. Ainsi, pour faire une justice plus rapide qui coûte moins de carburant, encore des enjeux budgétaires, le législateur a prévu la possibilité que des audiences se déroulent par vidéoconférence. De notre point de vue, cela, et pas que du nôtre, mais également de nombreux avocats, magistrats et, comme nous le disions, de personnes en soutien aux migrants et aux migrantes l'ont signalé, que cela nuit à la qualité du travail de la procédure, à la qualité y compris des témoignages et de la possibilité que les personnes aient de rendre compte des réalités de leur parcours, et donc au final nuit à l'objectif de protection qui devrait leur être accordé.
Il nous semble donc fondamentalement que dans un contentieux aussi grave pour les droits et les libertés, nous ne puissions transiger sur les garanties et le sérieux à accorder à la justice. Et donc, nous vous proposons de supprimer ce dispositif. Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement fait suite aux recommandations de tous les syndicats de la justice administrative, à savoir le syndicat des juges administratifs et l'Union syndicale des magistrats administratifs. Nous souhaitons mettre un terme à la lente dégradation de la justice administrative en droit des étrangers et à la diminution des garanties pour ces requérants et requérantes. Cet amendement vise donc à mettre fin à la distinction inadmissible de notre point de vue faite par la loi de mars 2016 entre deux types de recours contre une même décision du préfet. En effet, cette loi introduit un examen du recours contre les OQTF dans les conditions dégradées pour les magistrats et pour la personne requérante. Pour certaines OQTF, les garanties du requérant ont été substantiellement diminuées, délai de recours qui passe de 30 à 15 jours, délai de jugement plus court, 6 semaines au lieu de 3 mois avant, une formation de jugement non plus de 3, mais d'un seul juge, l'absence de conclusion du rapporteur public qui est la fin d'une garantie majeure. Nous proposons donc, comme le demandent les syndicats, de revenir à un seul régime juridique d'OQTF et de mettre fin aux OQTF dites de 6 semaines. Oui, merci. C'est un amendement qui propose la présence d'un rapporteur public, puisque la justice administrative a décidé de faire un certain nombre d'économies qui se font du coup sur le dos des personnes étrangères en dégradant les conditions d'examen de leur dossier par les magistrats et magistrates. Ils ont aujourd'hui droit à une justice bis, nous le redisons, et nous ne sommes pas les seuls à le constater, qui n'a d'autre justification que celle qui représente une population fragile, plus atomisée, moins mobilisable, et du coup qui voit ses droits dégradés. Le procès devant un juge administratif en droit des étrangers se fait depuis un décret de 2011 en majorité sans garantie, sans la garantie de la présence du rapporteur public, un magistrat qui présenterait les rapports sur le dossier à l'oral. C'est une garantie majeure de notre point de vue, puisque ça représente un deuxième regard sur le dossier examiné. Il a été maintenu pour de nombreuses autres matières juridiques de contentieux, et nous ne nous expliquons pas pourquoi on le supprimerait ainsi de manière inéquitable en matière de droit des étrangers. C'est pour ça que nous proposons de rétablir ce rapporteur public. Madame Obono. Oui, merci. Il s'agit d'un amendement concernant les propositions contenues dans la loi Warsmann que nous avons étudiée en décembre dernier, et donc en cohérence avec les amendements que nous avions présentés lors de cet examen. Nous proposons de revenir à l'état antérieur du droit. De notre point de vue, la disposition contribue à mettre une barrière supplémentaire à l'un des rares droits fondamentaux exclusivement accordés aux personnes étrangères, le droit d'asile. En acceptant le principe posé par la proposition de loi Warsmann, de notre point de vue, on remet en cause la protection à accorder et on participe à la systématisation de l'enfermement d'hommes, de femmes et d'enfants pour faciliter un transfert qui n'aura jamais lieu. Et ça, c'est le constat que font une bonne partie des acteurs de terrain. Oui, merci. C'est un amendement qui vise à garantir le fait qu'il n'y ait pas de rétention pour les enfants, adolescents étrangers, migrants. Par cet amendement, nous souhaitons garantir l'intérêt supérieur de l'enfant tel que défini par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant quand ils sont en situation dite irrégulière sur notre territoire, ainsi que leurs parents. S'il existe près de 10 000 mineurs isolés en 2017, les enfants migrants ne sont pas, pour l'essentiel, des mineurs isolés. On en dénombre 50 000 arrivés avec leurs parents. Il est également primordial de s'assurer que leurs parents, tuteurs ou personnes légalement responsables ne pourront pas être placés en rétention. La France est sous la surveillance régulière et sévère de l'ONU à ce propos, et l'UNICEF a ainsi dénoncé fermement en mai 2017 les risques pour ces enfants migrants en France. Nous devons mettre fin aux violations les plus graves des droits en la matière, et ce, en interdisant clairement la mise en rétention des enfants mineurs, même accompagnés de leurs parents. Pour nous, la mention à l'article L514-4 du CESEDA sur l'interdiction des mineurs de moins de 18 ans ne suffit pas. Il faut donc poser un principe clair, interdisant de mettre
en rétention ces enfants, même accompagnés. Merci Madame la Présidente. Je pense que la réponse de Madame la rapporteure est incompréhensible parce que il n'y a aucun doute. Alors, il y a beaucoup de questions sur lesquelles on est en désaccord, y compris sur la manière d'aborder les choses, sur la philosophie générale, mais je pense vraiment qu'il y a une très très large majorité et unanimité quasiment dans cette Assemblée sur cette question-là, sur la question de la mise en rétention et de l'enfermement des enfants. Et donc, je crois vraiment à la sincérité des professions qui ont été faites là sur l'indignité et l'intolérabilité de la situation pour tout le monde. C'est pour ça que c'est d'autant plus incompréhensible que cette déclaration se termine par le fait qu'en fait, on le tolère quand même. Je rappelle, ça a été dit, en 2017, la France a enfermé en centre de rétention pour la seule métropole 275 enfants, dont de nombreux nourrissons, soit presque autant que durant les années 2012, 2013, 2014 et 2015 réunis. Ça, c'est la situation actuelle que l'on tolère, malgré les déclarations d'intention. C'est le défenseur des droits qui le rappelait et qui disait que depuis le 1er janvier 2018, 40 enfants, sans compter ceux retenus à Mayotte, ont ainsi connu la douloureuse expérience de l'enfermement. Voilà la situation qui est aujourd'hui en cours en France, sur notre territoire, et sur une question où tout le monde est d'accord pour dire que c'est intolérable. Nous avons la possibilité ici aujourd'hui, au moins sur ce point-là, avec des propositions qui viennent de toutes les sensibilités de l'Assemblée, de marquer très clairement, même pas que symboliquement, mais très fermement, notre opposition à ces pratiques-là, et aucune explication. Et encore une fois, la question des passeurs est complètement à côté, puisque tout le monde est pour se battre contre la traite, contre les trafics, mais en enfermant les enfants, je ne vois pas en quoi ça permet de se battre contre la traite et les trafics. Ça ne fait que accentuer des souffrances et des traumatismes pour des gens qui ont déjà été victimes de souffrances. Donc cet argument-là est complètement à côté de la plaque. Et encore une fois, je termine sur... c'est incompréhensible, c'est injustifiable, véritablement, de nous dire que c'est intolérable, mais on le tolère et on continue à faire en sorte que ça se perpétue. Madame Vichny, donc l'amendement numéro 619 qui vient de recevoir un avis défavorable de Madame la rapporteure et du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Cet amendement n'est pas adopté. Madame la Présidente, cet amendement vise à préserver l'intérêt du requérant et de la requérante et la qualité de la prise de décision par le juge, plutôt que la simple facilitation organisationnelle qui pourrait être résolue, selon nous, par l'octroi de plus de moyens humains et financiers à l'autorité judiciaire, en l'occurrence le ou la juge des libertés et de la détention. Comme le relève l'étude d'impact du projet de loi, mais aussi l'exposé des motifs et le dispositif lui-même, cette réforme n'est pas envisagée dans l'intérêt du requérant ou de la requérante ou de la qualité de la prise de décision par le juge. Le juge des libertés et de la détention dispose actuellement de 24 heures pour statuer sur la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention, et le gouvernement nous propose d'augmenter ce délai dans une volonté d'éviter un engorgement trop massif. Nous pensons que ce n'est pas la bonne porte d'entrée. Nous l'avons indiqué à plusieurs reprises sur la nécessité de donner les moyens à la justice. Et rappelons, pour terminer, que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2016 sur ce point exactement, la Cour considérant que l'ensemble des aspects conditionnant la rétention doivent être examinés dans un délai très bref. Oui, merci, Madame la Présidente. Cet amendement propositionnel vise à mieux encadrer le droit au recours des personnes en rétention qui ont saisi le ou la juge des libertés et de la détention. Notre analyse vise à lutter contre les situations dans lesquelles une personne étrangère est reconduite à la frontière alors même que le ou la juge n'a pas statué sur sa requête. Ces situations sont régulièrement dénoncées par de nombreuses associations, dont la CIMAD. La Cour européenne des droits de l'homme a récemment condamné la France en février 2018 pour l'expulsion d'un homme soumis à un risque de torture en Algérie sans qu'il ait pu exercer son droit de recours. Ça a été évoqué précédemment, il me semble. Selon la CEDH, la France a ainsi violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'interdiction de la torture. Pour prévenir de telles atteintes et éviter y compris des agents, de commettre des reconduites illégales à la frontière sans audience préalable devant un juge, nous proposons par cet amendement de combler juridiquement
cette zone grise en rappelant d'une part que le recours devant le JLD est suspensif et d'autre part que tout agent public ayant pris une telle décision est passible de poursuites qui concernent les atteintes à la liberté individuelle par des personnes exerçant une fonction publique. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Alors, il faut bien repréciser quels sont les offices des 2 juges qui sont saisis en la matière. La décision du JLD, donc le juge judiciaire, porte sur la légalité de la rétention. Elle intervient la première, et ce au 4e jour, si en effet le projet de loi est adopté en l'état. Elle est en effet en droit, le JLD statue sur la légalité de l'éloignement. Le juge administratif, lui, il se prononce au 6e jour, donc après, et il décide de la légalité de la mesure d'éloignement. On est d'accord? Donc, c'est la loi du 7 mars 2016 qui a dit que le juge administratif devait statuer après le JLD. Donc, la situation dont vous nous parlez, notamment la condamnation, est intervenue avant la loi du 7 mars 2016. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. On ne peut plus expulser quelqu'un avant que le juge administratif n'ait statué. Donc, votre amendement n'a pas lieu d'être. Je vous demanderai de le retirer. Et à défaut, j'émets un avis défavorable. Je vous remercie. Madame Obono. Non, je maintiens cet amendement parce qu'en fait, ce que vous pointez, ce n'est pas la question. Il y a, et ça a été constaté, des reconduites sauvages. Et nous, on propose de les empêcher et d'encadrer, y compris quand elles ont lieu. Il y a eu des cas qui ont été dénoncés notamment par les organisations non gouvernementales. Et là, nous sommes dans notre rôle justement de donner les cadres juridiques qui empêchent cela et partir de la réalité, ne pas se voiler la face et assurer le respect des droits des personnes. Donc, je maintiens cet amendement. Je vous remercie. Je mets l'amendement donc 362 au vote qui vient de recevoir un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Madame Obono pour le 340. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à supprimer une disposition qui a le mérite d'assumer au moins clairement une entaille profonde aux droits et aux libertés, de notre point de vue, sur le passage à 135 jours. Ce triplement de la durée de rétention, plus de 4 mois, fait passer le terme de rétention dont on a vu qu'il s'agissait peut-être de le changer, mais la réalité est la même et devient une peine de détention qui est appliquée aux migrants et immigrantes. C'est l'objet de l'opposition de la majorité des associations, non seulement d'aide aux migrants, mais des défenses des droits humains. Il nous semble que ce glissement fait que la rétention devient la détention, que les préfets condamnent de facto à la prison des personnes qui sont considérées comme des criminels. Comme le souligne le Conseil d'État et l'étude d'impact, cette mesure est en plus inefficace, puisqu'environ 90% des mesures de rétention où la personne retenue a été effectivement éloignée l'ont été avant 30 jours. Par cet amendement, nous vous proposons donc de revenir à la raison et d'écarter cette mesure liberticide. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Vous nous proposez donc de supprimer l'alinéa 7 de l'article 16. Cet alinéa 7 propose que le JLD qui prend une décision sur la rétention d'un étranger en informe le juge administratif. Je ne vois pas quel problème cela pose. Ni juridique, ni de principe. Donc, j'émets un avis défavorable sur votre amendement. Alors, je vais mettre l'amendement 340 aux voix, qui vient de recevoir un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Cet amendement vise à la suppression de l'alinéa 8 de cet article afin de préserver l'office du juge administratif, puisque cet alinéa cherche à étendre l'obligation de motivation spéciale du juge pour décider de faire passer un ou une étrangère en rétention à une situation de résidence pour des situations dans lesquelles la personne a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. L'idée est donc bien d'imposer le régime de la rétention comme régime de base
et par conséquent de réduire l'office des juges pour les contraindre à prononcer la rétention comme si celle-ci devait être considérée comme une peine. Nous proposons donc de préserver l'office du juge. La rétention administrative ne doit pas être érigée en solution de principe, au contraire, et l'office du juge administratif en tant que défenseur des libertés doit être préservé.